À Paris, le magazine de la ville de Paris. À la une de votre magazine À Paris pour cet hiver, Notre-Dame, les coulisses de la reconstruction. Mais aussi janvier 2015, Paris se souvient, les jours heureux, l'expo événement et Salgado, parisien d'adoption. Au sommaire de votre magazine À Paris numéro 86, à la carte, à retenir, à découvrir, à vivre, à travers l'histoire. À la une, Notre-Dame, le chantier du siècle. À venir, à savoir, que faire à Paris. À vous de jouer, à connaître, tribune, à colorier. À Paris, l'éditorial. Anne Hidalgo, maire de Paris. Un hiver parisien entre unité et célébration. Quelle émotion de voir Notre-Dame à la une de À Paris cet hiver. Je suis fière d'avoir pris part, début décembre, à sa réouverture tant attendue. Cette inauguration est l'aboutissement d'un long travail de restauration qui redonne enfin sa splendeur à la cathédrale. Avec tout autant d'émotion, nous pourrons nous remémorer ensemble la beauté des Jeux olympiques et paralympiques de cet été à travers l'exposition Les Jours heureux, organisée à l'Hôtel de Ville, qui met en lumière et récompense les clichés les plus marquants de cet événement sportif et populaire. La nouvelle année nous rappelle également l'héritage qu'ils ont laissé. La ville a continué de se transformer. La zone à trafic limité, ZTL, et le nouveau service de police municipale ne sont que peu d'exemples de nos victoires écologiques et sociales. Cet hiver marque également les 10 ans des attentats de janvier 2015. Ce douloureux souvenir nous rappelle que notre devoir de mémoire et notre unité face à de telles atrocités restent inébranlables. Je vous souhaite un hiver lumineux et une bonne lecture à toutes et à tous. À la carte. Les chats ont la côte. L'image d'Épinal du chat qui déambule sur les toits en zinc de Paris a de beaux jours devant elle. Plus de 146 000 matous vivent aujourd'hui dans la capitale. Ce sont les animaux de compagnie préférés des Parisiens, loin devant les chiens, 77 000. Selon l'atelier parisien d'urbanisme, on en compte 16% de plus qu'il y a 10 ans, avec une forte présence à Montmartre dans le 18e, pour la vue depuis les toits, ainsi que dans les 15e et 20e arrondissements. Parmi les noms les plus souvent donnés à nos chers compagnons, on trouve Simba, Nala, Maya et Lucky. Clairement, le Roi Lion a définitivement détrôné les aristochats. Les réflexions sur la place et le bien-être des animaux dans la ville ont sans doute encouragé les Parisiens à en adopter encore plus. Une maison de l'animal va d'ailleurs ouvrir en début d'année dans le 12e arrondissement pour réunir les amoureux des chats, des chiens, des hérissons et des oiseaux. Découvrez Paris différemment avec les cartes insolites de la Pure sur paris.fr/atlas. Les chats à Paris en quelques chiffres. 146 883. C'est le nombre de chats détenus par des particuliers à Paris en 2023. Un Parisien sur 10 habite avec un chat ou un chien. 15 152 chats vivent dans le 15e arrondissement. En illustration, une carte de Paris qui montre la densité du nombre de chats. Note, les animaux ont été identifiés grâce au fichier national d'identification des carnivores domestiques en France, une base de données de référence pour les animaux domestiques créée à partir des informations issues des tatouages ou des puces électroniques sous la peau de l'animal. Cette méthode d'identification étant obligatoire depuis 1999. Source Ingenium Animalis, fichier national ICAD 2023 à Pure. À retenir. Victor Baltard dans tous ses états. On lui doit les halles et ses célèbres pavillons du Paris-Centre, démolis au début des années 1970, mais aussi le marché Sécrétan, 19e photo, les plans de la halle aux bestiaux du marché de la Villette dans le 19e ou l'église Saint-Augustin dans le 8e, formé aux Beaux-Arts de Paris et nommé architecte de la ville de Paris en 1841, Victor Baltard, né en 1805 et mort en 1874, est mis à l'honneur à travers une exposition, des conférences, des lectures et des ateliers avec des écoles.
Après Wallace, Haussmann et Guimard, 2025 sera une année Baltard. Le futur quartier Piton du Vernois, c'est maintenant. C'était un endroit un peu enclavé du 20e arrondissement, avec des bâtiments construits dans les années 1950. Aujourd'hui, le quartier Piton du Vernois se métamorphose autour d'un nouvel espace vert de 3 hectares, le parc Aretha Franklin, dont la première partie est ouverte à la balade depuis cet été. Au total, 6 immeubles totalisant 444 logements sortiront de terre, dont 226 logements sociaux et 150 logements en accession sociale à la propriété. 5 000 € par mètre carré. 3 objectifs au cœur de ce projet: revitalisation du quartier, développement durable et mixité sociale. Plus de détails sur paris.fr/Piton du Vernois. 2500, c'est la surface en mètres carrés de la future forêt urbaine sur le parvis de l'Hôtel de Ville, Paris-Centre. Une de plus après celle de la place de Catalogne, 14e arrondissement, et la création du bois de Charonne, 20e arrondissement, en 2024. Depuis 2020, plus de 13 000 arbres ont ainsi été plantés dans les rues de Paris, les parcs et jardins, les bois et le talus du périphérique. La ville poursuit son objectif de faire de Paris une ville-jardin. Prenez un bol d'oxygène sur paris.fr/forêt-du-6-parvis. Un nouveau lieu d'échange. Au Théâtre de la Concorde, dans le 8e arrondissement, on débat de l'actualité de la vie démocratique. Écriture, musique, poésie, tous les modes d'expression sont mis à l'honneur pour façonner son esprit critique. À travers des rencontres, des représentations théâtrales, des scènes ouvertes, des concerts, des ateliers ou des projections cinématographiques, le lieu est animé par une riche programmation. Cet espace, imaginé comme un lieu de débat, de réflexion, de contradiction et de création artistique, vous attend toute l'année pour penser ensemble le monde de demain. Retrouvez la programmation sur le site internet théâtredelaconcorde.paris. Quelques mots de David Turnley, l'un des plus grands photographes documentaires de notre époque, qui a récemment présenté l'exposition L'amour et l'espoir sur les grilles de l'Hôtel de Ville. Je photographie Paris depuis que j'y suis arrivé, à l'âge de 19 ans. Fasciné par le sens du collectif, la sensualité et l'esthétisme qui imprègnent la société française, je n'ai de cesse de documenter ce que je perçois de la ville. Naturalisé, je me sens incroyablement chanceux et fier d'être franco-américain. Coup de frais sur le zinc parisien. Transformer une partie de son toit en zinc en espace vert, c'est la bonne idée expérimentée par l'Académie du climat à Paris-Centre pour lutter contre la chaleur pendant les épisodes de canicule. En créant 100 mètres carrés de plateforme en bois avec bac à plantes et capteurs, la capitale, aidée par la start-up Roofscapes, espère faire baisser le mercure de manière drastique. Autre avantage du projet, favoriser la biodiversité tout en démocratisant l'accès au toit. À découvrir. En patrouille avec la Brigade du Soir. Le budget 2025, c'est plus de 600 recrutements pour la police municipale. Nous avons suivi l'une de ces unités spéciales. Sa mission, veiller sur la capitale chaque soir entre 16h et minuit. Ici l'équipage 50 025, nous reprenons notre service. Il est 20h, la nuit est tombée sur le parking de la caserne Napoléon à Paris-Centre. La division d'appui soirée, composée d'Élodie, Lame et Mao, s'apprête à repartir en patrouille. Chaque soir est une nouvelle aventure, mais notre objectif reste toujours le même. Faire en sorte que chacun se sente respecté et protégé, témoigne Élodie, la chef d'équipe. Proximité et dialogue. En route vers la gare du Nord, le véhicule s'arrête net sur le boulevard Magenta, dans le 10e. Dès qu'ils aperçoivent les uniformes, des vendeurs à la sauvette se dispersent. Parfois, notre simple présence suffit, confie Mao. Plus loin, des nuisances sonores ont été signalées au 3975. Notre rôle n'est pas seulement de sanctionner, il est aussi de sensibiliser, pointe Lame. Sur le terrain, les policiers municipaux agissent autant pour tranquilliser que pour prévenir les désagréments du quotidien. Rue du Château d'Eau, dans le 10e, un taxi déborde sur un passage piéton. Mao rappelle au conducteur le code de la route avec fermeté mais sans animosité.
Votre client va peut-être rater son train, mais c'est vous qui risquez un PV. À la gare du Nord, l'équipage se gare pour poursuivre sa patrouille à pied, échangeant avec des bénévoles distribuant des repas ou intervenant avec tact auprès de personnes en état d'ébriété. Ici, une discussion avec un restaurateur permet d'éviter une verbalisation pour une terrasse non autorisée. Là, les policiers demandent à un bar de déplacer un chevalet publicitaire gênant sur le trottoir. La proximité et le dialogue sont essentiels, souligne Élodie. Les agents reprennent la route pour s'arrêter à proximité du Moulin Rouge dans le 18e. Les stationnements interdits y sont nombreux. Une voiture occupe un couloir de bus, un scooter est garé sur une place de livraison, etc. Cette fois, la division d'appui ne fait pas de concession. Procès-verbal et demande d'enlèvement. Dans d'autres cas également, comme un dépôt sauvage de déchets ou un épanchement d'urine sur la voie publique, l'équipage n'hésite pas à dresser des contraventions. Une diversité de situations. Il est 23h, rue Le Pic, dans le 18e, 2 personnes sans abri s'installent pour la nuit. Leur présence ne gêne pas le passage, mais Élodie s'assure qu'ils n'ont besoin de rien en lien avec les services sociaux. Notre travail, c'est aussi de venir en aide. Entre médiation et prévention, les sorties du trio sont rythmées par une diversité de publics et de situations. Quand les Parisiens disent qu'ils se sentent en sécurité grâce à nous, cela fait chaud au cœur, reconnaît Mao. Avant de passer la main à l'unité d'appui nuit, l'équipage soirée rentre à sa caserne pour effectuer son rapport. Il est minuit. Comme tous les soirs, la brigade, dirigée par Élodie, est parvenue à assurer la tranquillité des habitants malgré l'effervescence nocturne. Une mission complexe, mais indispensable dans une capitale qui ne dort jamais. En illustration, des photos de la patrouille de la brigade d'intervention soirée. Nabil est commerçant, il témoigne. La présence des policiers fait clairement baisser le nombre d'incivilités. Ils ne sanctionnent jamais sans raison. J'aime bien dialoguer avec eux. Ils sont toujours dans le respect. Moi, je travaille dans mon restaurant, eux, dans la rue, on se comprend. Autre témoignage de Narcisse, habitant du 18e arrondissement. À vélo, à moto ou à pied, ça fait du bien de voir la police municipale sillonner les rues de Paris. Leur présence rassure. Il vaut mieux prévenir que guérir. Et puis, ils sont toujours là pour nous renseigner. Témoignage de Wassina, bénévole pour l'association Réseau. Nous donnons des sandwichs et des boissons chaudes aux personnes sans abri sur le parvis de la gare du Nord. Quand on déballe notre stand, la présence de policiers municipaux assure une distribution dans le calme. À vivre. La zone à trafic limité, mode d'emploi. Favoriser les transports en commun, abaisser la pollution et le bruit, faciliter l'accès aux piétons et aux cyclistes, améliorer l'attractivité du centre-ville, tels sont les objectifs de la zone à trafic limité, ZTL, mise en place en novembre dernier au cœur de Paris et déjà appliquée dans plusieurs grandes villes européennes. Quel est le périmètre de la ZTL ? C'est simple, il correspond au secteur de Paris-Centre, anciennement les 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements, sans les îles de la Cité et Saint-Louis, ni les quais hauts rive droite dans le sens ouest-est. Les boulevards faisant le tour de la ZTL ne sont pas non plus inclus dans le périmètre. Découvrez les modalités de la ZTL sur paris.fr/ZTL-6 Paris-Centre. Quels sont les véhicules autorisés à circuler dans la ZTL ? La ZTL réserve l'usage des voies à la desserte locale et pour tout usager ayant pour destination une adresse à l'intérieur du périmètre. La ZTL concerne seulement les véhicules motorisés et non les modes actifs, les vélos, les trottinettes, etc. Ainsi, je peux me rendre en voiture dans la zone et y stationner si j'y habite, si j'y travaille, si j'y effectue des livraisons, si j'ai une consultation médicale, si je vais dans un magasin ou un commerce, si je réalise une intervention, un dépannage professionnel ou tout autre motif entraînant un arrêt dans la zone. Les véhicules de secours, les taxis, les VTC, les véhicules en autopartage, les transports en commun et les véhicules transportant des personnes en situation de handicap sont bien sûr toujours autorisés à y circuler, en transit comme en trafic de destination.
Comment la police contrôle-t-elle le respect de la ZTL ? Pas de panique, il n'y a pas de contrôle lors des 6 premiers mois d'existence de la ZTL. Une phase pédagogique est mise en place par les agents de la police municipale parisienne afin d'accompagner les usagers dans cette transition et faire comprendre les nouvelles règles de circulation. Quelles sanctions sont prévues en cas de non-respect des règles d'entrée de la ZTL ? Les modalités de contrôle et de verbalisation ne seront mises en œuvre qu'à la fin de la phase pédagogique de 6 mois. Le code de la route est déjà clair sur le sujet. Le franchissement d'une voie réservée est puni d'une amende de 135 €. À travers l'histoire. Garder des traces tangibles de janvier 2015. Il y a 10 ans, une série d'attaques terroristes frappait la capitale. Des milliers de dessins, sauvegardés aux archives de la ville de Paris, conservent aujourd'hui la trace de ces épreuves surmontées. Le sociologue Jérôme Truc nous explique l'importance du devoir de mémoire. Jérôme Truc est chercheur au CNRS. Ses recherches portent sur les réactions sociales aux attaques terroristes et les processus de mémorialisation de ces attaques dans les sociétés occidentales. Il est notamment l'auteur de Sidération, une sociologie des attentats, publiée en 2016. Quel a été l'impact des attentats de janvier 2015 sur les Parisiens ? La première tuerie dans les locaux de Charlie Hebdo provoque un effet de sidération. On comprend que des journalistes sont ciblés. Les terroristes fuient dans les rues de Paris, un policier est abattu à bout portant et les images circulent rapidement. Cela choque les Parisiens et les Français. Le lendemain, une policière est tuée à Montrouge dans les Hauts-de-Seine, puis une prise d'otage a lieu à l'hypercachère de la Porte de Vincennes dans le 20e arrondissement. Très vite, les Parisiens descendent dans la rue pour exprimer leur émotion. Le slogan « Je suis Charlie » devient viral. Une grande marche républicaine se déroule le 11 janvier 2015 en présence de dizaines de chefs d'État. Jamais autant de monde n'avait défilé à Paris depuis la Libération. Les Parisiens sont alors comme au cœur d'un tourbillon. Ils sont pris dans un événement qui les dépasse et les place au centre de l'attention internationale. Comment une communauté peut-elle se reconstruire après de tels drames ? Il y a plusieurs facteurs. Le temps, la vie sociale, le renouvellement des générations. Les habitants du 11e, par exemple, ont mis des drapeaux tricolores à leurs fenêtres en signe de solidarité. Certains pendant plus d'1 an, alors qu'ailleurs, ils avaient disparu en quelques mois. Cela montre que le processus est différent selon que l'on a été touché de plus ou moins près. Mais avec le temps, il y a d'autres événements, heureux ou malheureux, comme l'incendie de Notre-Dame de Paris ou les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, qui font que la page se tourne et que l'on passe à autre chose. De quelle manière Paris gère-t-elle le devoir de mémoire ? Dans un premier temps, la mairie a planté un chêne commémoratif sur la place de la République, à l'occasion du premier anniversaire des attentats de janvier 2015. Des plaques en hommage aux victimes ont aussi été inaugurées dans la rue Nicolas Appert, dans le 11e arrondissement, et à l'hypercachère de la Porte de Vincennes. La municipalité a par ailleurs choisi de laisser sur ses murs les tags « Je suis Charlie » et les autres œuvres de street artistes reliées aux événements. On peut encore en voir aujourd'hui au détour de certaines artères. Comment transmettre cette mémoire aux futures générations ? L'enjeu est de garder des traces tangibles de ces événements historiques. Les archives de Paris, dans le 19e arrondissement, ont eu un rôle clé en collectant les milliers de dessins et de courriers envoyés spontanément à la rédaction de Charlie Hebdo ou réalisés dans les établissements scolaires de la capitale. Des initiatives éducatives à partir de ces documents permettent de sensibiliser les jeunes générations. Ce sont des outils précieux pour transmettre l'histoire et éviter que ces événements tombent dans l'oubli. Toutes les infos et notre vidéo hommage sont à retrouver sur le site internet paris.fr/fluctuate-nec-mergiture. En illustration, une photo prise au lendemain des attaques de janvier 2015, témoignage de solidarité près du siège de Charlie Hebdo. On peut également voir quelques dessins déposés suite aux attentats. Les archives de Paris, dans le 19e arrondissement, ont collecté les milliers de textes et de dessins envoyés à la rédaction de Charlie Hebdo. À Paris, le dossier. À la une. Notre-Dame, le chantier du siècle.
Après 5 ans de travaux, la cathédrale a retrouvé sa splendeur, un délai inouï pour redonner vie à ce symbole de la capitale détruit par un terrible incendie. Prochain défi pour la ville de Paris, la rénovation de ses abords. C'était le 15 avril 2019. Un incendie ravageait la toiture de la cathédrale Notre-Dame à Paris-Centre, détruisant la flèche conçue par Eugène Viollet-le-Duc et l'intégralité de la forêt, sa charpente en bois. Le reste du monument sera sauvé des flammes par les sapeurs-pompiers de Paris, une action saluée par la municipalité, avec l'attribution de la citoyenneté d'honneur à l'ensemble de la brigade. Depuis ce jour, un seul objectif s'est imposé, reconstruire ce joyau gothique. Chapeauté par l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris et supervisé par l'architecte Philippe Villeneuve, des centaines d'ingénieurs, d'artisans d'art et d'entreprises se sont mis au travail pendant 5 ans. Et grâce à eux, le 7 décembre dernier, les cloches de la cathédrale ont de nouveau résonné au cœur de Paris, même si la restauration du chevet et de la sacristie, ainsi que l'installation des vitraux, prendront encore quelques mois. Mais les visiteurs et les fidèles, eux, sont bien de retour, gratuitement, sous les voûtes de l'édifice. Ils ont pu y découvrir de nouveaux dispositifs de médiation, planches et maquettes 3D, audio-description, dossiers pédagogiques, etc. Une accessibilité améliorée et une signalétique modernisée. Ce chantier colossal a commencé dès le lendemain de l'incendie avec 8 groupes de travail composés de chercheurs français et étrangers issus de domaines variés, de la pierre au bois et au métal en passant par l'acoustique. Ils avaient pour mission d'enrichir les connaissances sur Notre-Dame, notamment ses matériaux de construction, avec un objectif capital, accompagner les architectes en chef des monuments historiques, les maîtres d'œuvre et le maître d'ouvrage. Une reconstruction pierre après pierre. Décembre 2019, une grue de 84 mètres de haut fait son apparition sur l'île de la Cité, à Paris-Centre. Elle restera tout au long des 5 ans nécessaires à la reconstruction. Son rôle, consolider et stabiliser l'édifice. Tous les jours, les ouvriers travaillent d'arrache-pied. Seul le confinement de mars 2020 met un arrêt temporaire au chantier. En juin 2020, ils reprennent de plus belle et les cordistes retirent un à un les milliers de tubes fondus de l'échafaudage qui entourent encore la cathédrale. À partir de cette période, Sylvie voit défiler un balai de grues. Cette habitante du 5e arrondissement, qui a pleuré la chute de la flèche depuis sa fenêtre, a assisté en 2021 à la dépose du grand orgue, heureusement épargné par les flammes, mais nécessitant un nettoyage complet. Puis, en 2022, à la reconstruction pierre après pierre de la voûte qui s'était effondrée. 1 an plus tard, c'est la nouvelle charpente en bois qui est achevée, puis installée en janvier 2024. La flèche a ensuite retrouvé sa place dans le ciel de Paris en mars dernier. Moi qui pensais qu'il n'allait plus rien rester de la cathédrale, je suis impressionnée par l'exploit que représente cette reconstruction, reconnaît Sylvie. De plus, cela a été effectué dans le respect des méthodes traditionnelles, avec une reconstitution à l'identique. La Parisienne avait également hâte de revoir le mobilier d'art et les grandes œuvres du monument gothique. Celles-ci n'ont jamais quitté les lieux, mais leur restauration a permis d'en révéler les couleurs éclatantes. Quant à la croix de chevet de Viollet-le-Duc, qui a survécu aux flammes, elle a repris sa place en avril 2024. Les 8 cloches du beffroi nord, elles, ont été révisées et ont fait leur retour en septembre dernier. Un nouveau parvis fin 2028. Après la pose de la statue de l'ange à la trompette en juillet, c'est le 10 novembre que les trésors de Notre-Dame ont été escortés vers leur maison. La nuit du drame, ces pièces inestimables, la sainte couronne d'épines, des tableaux, des candélabres, etc., avaient été mises à l'abri à l'hôtel de ville à Paris-Centre dans le cadre d'une opération de sauvetage impressionnante avant d'être abritées secrètement dans les coffres du musée du Louvre à Paris-Centre. Dernier élément emblématique à avoir rejoint la cathédrale, la statue de la Vierge à l'Enfant, miraculeusement restée intacte alors que les pierres de la voûte jonchaient le sol. Maintenant que Notre-Dame a retrouvé toute sa splendeur, tout est prévu pour éviter un nouvel incendie. La construction est désormais équipée d'un système de protection ultra performant.
Grâce à des tuyaux discrets et une brumisation automatique, le monument peut se défendre tout seul face aux flammes. Et concernant les abords de Notre-Dame, la ville de Paris va investir 50 millions d'euros pour les rénover. Un projet porté par le bureau Basse-Metz avec les agences Gros et Neuville-Gaillet vise à repenser le parvis comme une grande clairière étirée jusqu'à la pointe de l'île de la Cité. Un lien direct avec la Seine et le mémorial des martyrs de la déportation à Paris-Centre sera créé. Concernant l'ancien parking souterrain, il sera transformé en espace d'accueil. Un parc des Berges se prolongera aussi sur 400 mètres le long de la cathédrale côté Seine. Ce projet grandiose, adapté aux défis climatiques, devrait être achevé en 2028. En illustration, une photo de l'incendie, des travaux, des sapeurs-pompiers et de l'intérieur de la cathédrale rénovée. Sauvée des flammes par les sapeurs-pompiers de Paris, la cathédrale est renée de ses cendres grâce à des milliers d'artisans et d'ouvriers. Le point de vue de Philippe Jost, président de l'établissement public Rebâtir Notre-Dame de Paris, maître d'ouvrage du chantier de restauration. Voilà 5 années d'une aventure collective qui trouve son issue avec la résurrection de Notre-Dame. Le monde entier a redécouvert l'extérieur de la cathédrale, fidèle à son état originel et son intérieur, quant à lui, métamorphosé d'une splendeur et d'un éclat inédits. Les étapes clés du chantier ont été autant de moments de bonheur de voir l'édifice se relever magnifique sous nos yeux, une réussite que l'on doit aussi bien aux professionnels du gros œuvre qu'aux artisans d'art. La cathédrale vous attend, ouverte tous les jours de 7h45 à 19h, accès gratuit et réservé aux visiteurs individuels et aux fidèles jusqu'à la Pentecôte. Les groupes seront admis à partir du 9 juin 2025. Réservez en ligne un créneau de visite sur notre-dame-de-paris.fr. Pour explorer la crypte archéologique, rendez-vous sur crypte.paris.fr. De son incendie à sa réouverture, revivez la reconstruction de la cathédrale sur paris.fr/notre-dame. Notre-Dame en chiffres. 50. Il s'agit en millions d'euros du montant des investissements de la ville de Paris concernant l'aménagement des abords de Notre-Dame. 600. Le poids en tonnes de l'échafaudage autour de la nouvelle flèche. Haut de 96 mètres, il comptait 48 niveaux et 70 000 tubes. 2000. Le nombre d'ouvriers et d'artisans investis pendant 5 ans sur le chantier pour que la cathédrale retrouve ses apparats. 8000, comme le nombre de tuyaux du grand orgue épargnés par les flammes qui ont dû être démontés, nettoyés, restaurés et remontés un à un. 1000, c'est le temps de travail en heures nécessaire aux ferronniers d'art pour restaurer la croix du chevet. Ce chef-d'œuvre mesure 12 mètres de haut et pèse 1,5 tonnes. 14, soit en millions le nombre de visiteurs attendus chaque année dans l'édifice. 0, le prix d'entrée pour visiter la cathédrale. Les bâtisseurs de Notre-Dame témoignent. Des milliers de restaurateurs de tous les corps de métier se sont démenés pour redonner vie à la cathédrale en un temps record. 3 d'entre eux nous confient leur fierté d'avoir apporté leur pierre à l'édifice. Témoignage de Marie-Cécile Kfoury, peintre restauratrice. Quand on fait face à ce type d'événement, on tente de sauver tout ce qui peut l'être. La conservation était une étape primordiale. Les peintures avaient notamment souffert des dégâts engendrés par l'eau utilisée par les pompiers pour éteindre l'incendie. Certaines étaient très écaillées et gondolées. Nous avons tout refixé, consolidé les enduits et recollé les écailles. Puis est venu le temps de la restauration. Là, nous sommes juste intervenus sur certaines parties des œuvres originales, celles où la peinture avait disparu. En y repensant, après l'incendie, la sidération prédominait. Les lieux étaient méconnaissables. Il y avait encore un trou béant dans la voûte. On a même travaillé dans la cathédrale alors que le risque d'effondrement existait. C'était une ambiance particulière. Mais pendant les travaux, on l'a vu se métamorphoser et cela nous a émerveillés. Témoignage de Pascal Larsonneur, chef sculpteur. Nous avons travaillé pendant 3 ans sur le chantier.
D'abord, nous avons dû répertorier chacune des pierres de l'édifice. C'était une opération primordiale, car beaucoup étaient rongés et grignotés par l'incendie. Il a donc fallu les reconstruire pour les utiliser comme modèle avant de reproduire les pièces manquantes. Heureusement, nous avons pu nous appuyer sur les travaux de Viollet-le-Duc. On a pu retrouver ses dessins. C'était royal. Quand les statues ou les pièces étaient trop abîmées, on pouvait se fier à lui. Et puis, nos connaissances nous ont permis de mieux comprendre le monument. Il était comme un grand livre ouvert. C'était gratifiant d'avoir travaillé ici, et c'est surtout un honneur pour moi qui aime énormément l'œuvre de Viollet-le-Duc. Nous avons tous eu à cœur de retrouver Notre-Dame comme elle était. Tout le monde a vraiment mis la main à la pâte. Témoignage de Basmet, architecte paysagiste chargé du réaménagement des abords de la cathédrale. Quand Notre-Dame a brûlé, j'étais à Bruxelles. Même à distance, j'ai ressenti une grande émotion. Si j'avais su alors que je participerais à sa renaissance, le projet de la ville de Paris repense le parvis, des espaces plus ombragés, une invitation à faire le tour de la cathédrale et un lien renforcé avec la Seine. L'ancien parking deviendra un espace d'accueil lumineux. La sortie permet de retrouver une lecture ascendante de la façade, comme l'avaient imaginé les architectes au XIIIe siècle. La première partie, le petit parvis, est déjà prête à accueillir les visiteurs, tandis que l'ensemble sera achevé en 2028. Je dis souvent aux ouvriers, la Vierge et les 28 rois de France vous regardent. Cela fait sourire, mais c'est aussi un rappel de l'exigence de ce projet. Il faut que tout soit parfait pour honorer ce monument et son histoire. À venir. Comment Paris lutte contre le dérèglement climatique en 9 points clés. La capitale se retrousse les manches pour contrer la hausse des températures. Découvrez les mesures phares des 4 plans environnementaux qui dessinent la ville de demain. 1. Faire place nette à la nature. La capitale accueille encore plus de végétation. Arbres, forêts urbaines et zones naturelles continuent de transformer son paysage. 70 hectares d'espaces verts et 10 parcs vont être créés ou agrandis. L'objectif ? Protéger la biodiversité et renforcer la nature, source de fraîcheur au cœur de la ville. 2. Accélérer la rénovation énergétique. L'amélioration de la performance énergétique des immeubles se poursuit. Qu'ils soient publics ou privés, tous les bâtiments seront rénovés. Isolation, végétalisation, mode de chauffage, etc. Et d'ici 2050, l'ensemble des crèches et des écoles parisiennes seront adaptées au changement climatique avec des cours Oasis et des panneaux solaires. 15 établissements sont d'ailleurs actuellement équipés. 3. Accroître le zéro carbone. Demain, Paris sera une ville neutre en carbone et débarrassée des énergies fossiles. Pour y arriver, la capitale mise notamment sur la production d'énergie renouvelable sur les bâtiments publics avec l'installation de 6000 micro-unités de production d'énergie verte. 4. Multiplier la part de logements sociaux. D'ici 2035, Paris vise 40% de logements publics, ça donne envie. Pour les atteindre, un dispositif inédit consistant à transformer des espaces de bureaux inoccupés en appartements a été mis en place. 1000 nouveaux emplacements y seront réservés pour du logement social. En parallèle, l'ancien est réhabilité pour créer des habitations au goût du jour. 5. Former la population à la résilience. Créé avec la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris, BSPP, un centre d'éducation au risque, unique en Europe, aura vocation à être ouvert à tous dès le plus jeune âge. Rien ne vaut de pouvoir compter sur sa population en cas de coup dur. 6. Adapter les toits de Paris. Les toits de Paris, notamment ceux en zinc, les 2/3 des toitures en pente sont recouverts de ce matériau, feront l'objet de toutes les attentions. Le but ? Protéger les habitants des derniers étages en cas de canicule. Plusieurs solutions comme la végétalisation, le sarking, l'isolation thermique du toit par l'extérieur, ou encore la peinture blanche sont envisagées. 7. Étudier les impacts. Pour évaluer l'efficacité de l'action publique et pour en faire connaître les bénéfices directs et indirects sur la santé, les effets des mesures prises seront documentés scientifiquement. Exemple concret, l'impact de la limitation du périphérique à 50 km/h et la réduction de la place de la voiture en ville seront analysés en profondeur. 8. Garantir la santé de chacun.
La santé sociale qui touche au bien-être et aux inégalités et à la santé environnementale liée à la qualité de l'air, de l'eau et du climat ne feront plus qu'un. Résultat, une meilleure alimentation dans les crèches et les écoles, des maisons sport santé partout et la création de polinariums sentinelles pour mieux vivre avec les allergies. 9. Encourager l'activité physique. Paris ne sera pas seulement plus verte, mais aussi plus sportive et en meilleure santé. D'ici 2050, la capitale se réinvente avec la construction de gymnases, de piscines, d'une ceinture verte autour du périphérique et de 90 nouveaux centres de santé. À savoir, Encadrement des loyers, les réponses à vos questions. Vous pensez que votre loyer est trop élevé ? Pour en être sûr, testez l'outil en ligne mis en place par Paris. L'encadrement des loyers y est en vigueur depuis le 1er juillet 2019. En cas de dépassement, suivez nos conseils. comment vérifier si mon loyer respecte le plafond ? Il suffit de se rendre sur le site indiqué ci-contre. En quelques secondes, renseignez votre loyer et les informations sur votre domicile. Charge, adresse, superficie, nombre de pièces, époque de construction, etc. pour découvrir le plafond du loyer applicable en fonction de votre situation et l'éventuel montant du dépassement. Quelle procédure suivre si mon loyer dépasse le plafond ? Première chose à faire, signaler le dépassement sur la plateforme en ligne. Et ensuite, la municipalité s'occupe de tout. C'est elle qui mettra en demeure le propriétaire de votre logement afin qu'il mette le bail en conformité et vous restitue les montants perçus en trop. En cas de refus ou d'absence de réponse de votre propriétaire, une situation qui reste rare, une amende peut lui être adressée. Quel est le montant moyen d'un remboursement ? Après régularisation, il est de 2 916 €, une somme particulièrement élevée, puisque 81% des signalements concernent des petites surfaces, T1 ou T2, souvent habitées par un public plus précaire. D'ailleurs, ces démarches ne s'appliquent pas qu'aux propriétaires. 54% des logements visés par un dépassement sont gérés par des agences immobilières. Assurance habitation, faites jusqu'à 30% d'économie. Vous êtes locataire à Paris, la ville et le groupe mutualiste VYV Conseil proposent l'assurance habitation parisienne à destination des ménages modestes et de la classe moyenne. En 2024, elle a permis des économies annuelles moyennes de 100 € pour un 3 pièces et jusqu'à 237 € pour un 5 pièces. Vérifiez si vous êtes concerné sur le site paris.fr/encadrement loyer. Que faire à Paris avec l'expo Les Jours Heureux à l'affiche, les songes d'une nuit d'été à ne pas manquer et la rencontre avec Sebastião Salgado. À l'affiche. Les Jours Heureux, chronique d'un été en or. Les Jeux de Paris 2024 comme si vous y étiez jusqu'au 1er mars. Revivez ce formidable été olympique et paralympique dans la capitale grâce à un parcours photographique d'exception à l'Hôtel de Ville. Comment cette exposition est née ? Que raconte-t-elle aux visiteurs, virés dans les coulisses d'une installation aussi solaire que sportive ? Existe-t-il un objet plus réconfortant qu'un album photo pour se remémorer des bons souvenirs ? Qu'ils ornent la galerie d'images de nos téléphones ou les murs de nos domiciles, ces clichés des Jeux de Paris 2024 sont le point de départ de cette exposition installée depuis décembre dans la salle Saint-Jean de l'Hôtel de Ville à Paris Centre. Cette période a apporté beaucoup de joie et de ferveur dans la capitale. Nous avons souhaité faire revivre cette grande aventure collective, confie Victoire Youf, chef de projet au département des expositions de la ville de Paris. Un kaléidoscope d'émotions. Pour recréer cette parenthèse estivale, le projet a été pensé dès septembre dernier avec le magazine Fisheye, acteur incontournable de la photographie en France et à l'international. Objectif, choisir les 200 tirages de grands photographes à exposer. Il fallait des images fortes, qui parlent au cœur autant qu'aux yeux, mais surtout, elles devaient traduire l'essence même de cet événement exceptionnel, à savoir une compétition sportive, populaire et paritaire, précise Victoire Youf. Résultat, la sélection léchée fait la part belle au kaléidoscope d'émotions que les Jeux nous ont fait vivre,
de la victoire de l'équipe de France de cécifoot aux scènes de foule en liesse dans les rues. L'œil des amateurs. Les jours heureux, c'est aussi un bel hommage à la pluralité des expériences vécues. Une mosaïque de regards mise en valeur par un concours sur paris.fr, 24 images amateurs, parmi plus de 350 obtenues, ont été sélectionnées par un jury composé d'élus et de professionnels du 8e art pour figurer dans l'exposition. Ce fut un vrai défi de choisir tant les propositions étaient riches. Ces clichés témoignent d'une autre facette des jeux, plus intime, plus spontanée aussi, explique Thomas Fanstan, responsable des expositions pour la ville de Paris. La vasque était présente sur la moitié des photos reçues, preuve qu'elle a marqué les esprits. La robe portée par Céline Dion. Pendant des mois, la scénographie de l'exposition a été tenue secrète. Création d'un tunnel de cérémonie et pose du photocall. Installation des robes portées par Céline Dion et Axel Saint-Cyrel. Dévoilement des médailles olympiques. Tout a été pensé, préparé et monté dans l'ombre pour éblouir les yeux. Nos pupilles, elles, ont d'ailleurs été braquées par les clichés en format XXL des athlètes olympiques et paralympiques, auréolés par les anneaux iconiques. Une scénographie forte qui passe aussi par la vidéo et la musique pour retracer les temps majeurs des Jeux, comme les prestations des cérémonies d'ouverture et de clôture, les épreuves disputées au cœur de la ville, ou encore ces objets emblématiques qui ont brillé à l'international. Bref, de jolies surprises égrenées le long de cette exposition immersive à découvrir gratuitement jusqu'au 1er mars prochain. Pensez à réserver votre place sur le site internet paris.fr/expo les jours heureux. À ne pas manquer. La Cité des bébés est née. Ouvert en décembre 2024, un nouvel espace dédié aux bébés vient de naître dans l'Est parisien. Dans une bulle colorée, les mini-parisiens jouent, expérimentent et écoutent des histoires et les parents en profitent pour suivre une conférence, un atelier de méditation ou juste apprécier un moment en chaussettes avec leur bébé. Rendez-vous à la Cité des Sciences et de l'Industrie, 30 avenue Corentin-Cariou dans le 19e arrondissement ou sur le site www.cité-du6science.fr. Janvier 2025. La prise de parole est-elle un acte de résistance quand la démocratie vacille ? La prise de parole est-elle un acte de résistance quand la démocratie vacille ? Des désillusions de la révolution tunisienne à la colère des femmes inspirant le mouvement MeToo, en passant par le rôle ambigu de la francophonie, les luttes pour la liberté sont cet hiver au cœur de la programmation engagée du Théâtre de la Concorde. Théâtre de la Concorde, 1-3 avenue Gabriel dans le 8e arrondissement. Plus d'informations sur théâtredelaconcorde.paris. Jusqu'au 19 janvier, We Are Here. Depuis cet été, 13 maîtres du street art squattent le Petit Palais pour une expo pleine de malice et de provoque. Imaginée comme un dialogue avec les chefs-d'œuvre du lieu, on est invité à une déambulation audacieuse bousculant les codes de l'art classique. Vite, elle se termine le 19 janvier et c'est gratuit. Rendez-vous au Petit Palais, 2 avenue Winston Churchill dans le 8e arrondissement, www.petitpalais.paris.fr. Du 17 janvier au 14 février. Coup de cœur, le songe d'une nuit d'été. Session de rattrapage au théâtre de la ville Sarah Bernard. Le songe d'une nuit d'été d'Emmanuel de Marcy-Motta est de retour sur scène. Passion, quiproquo et enchantement s'entrelacent dans un spectacle où réalité et rêve se confondent, comme une invitation à s'aventurer dans les recoins les plus secrets de notre imagination. Cette comédie devient une intrigue captivante, pleine de poésie et de drôlerie. Pour gagner des places, rendez-vous dans la rubrique « À vous de jouer ». Théâtre de la ville Sarah Bernard, 2 place du Châtelet, à Paris Centre. Plus d'informations sur le site internet www.théâtredelaville-du6paris.com.
Du 23 au 26 janvier, les nuits de la lecture. Les 9e nuits de la lecture vont illuminer nos soirées d'hiver en célébrant le patrimoine. Ce rendez-vous littéraire invite petits et grands à explorer notre héritage culturel entre souvenirs intimes et trésors collectifs. Concours de nouvelles, lecture en langue des signes française, soirée pyjama dans les bibliothèques, ateliers de lecture à voix haute, la programmation est alléchante. Programmation parisienne complète à retrouver sur le site www.nuitdelalecture.fr. 25 janvier, pool party. Si la ferveur des compétitions de natation vous manque, direction la piscine Georges Valeret pour assister à la Coupe du Monde de nage artistique. Au programme, des épreuves en solo, en duo et en équipe. Cerise sur le gâteau, un gala en clôture avec une vingtaine de délégations étrangères. Allô, piscine Georges Valeret, 148 avenue Gambetta dans le 20e arrondissement. Du 8 février au 7 septembre, la mode en mouvement #3. Le Palais Galliera sort les gants et les fuseaux pour son dernier accrochage spécial sport d'hiver. Entre doudoune rétro et ski de compétition, on glisse sur 300 ans de style sur les pistes enneigées du XVIIIe siècle à nos jours, une expo tout chousse. Une exposition à retrouver au Palais Galliera, 10 avenue Pierre Ier de Serbie dans le 16e arrondissement. Plus d'informations sur le site www.palaisgalliera.paris.fr. Du 22 février au 2 mars, la plus grande ferme du monde. Après avoir rendu visite aux animaux, on file faire un tour sur le stand de la ville de Paris au Salon international de l'agriculture. Sur place, des rencontres, des dégustations, des tables rondes et même des ateliers de cuisine. Au Parc Expo Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles dans le 15e arrondissement. Plus d'informations sur le site internet www.salon-agriculture.com. À la rencontre, le Paris de Sebastião Salgado. Ces clichés en noir et blanc ont fait le tour du monde. Pour le lancement de la saison croisée France-Brésil en 2025, le photographe de légende se confie. Au Brésil, je regardais la carte de Paris tous les jours. Je connaissais les boulevards, les places, les églises. D'une voix douce, le photographe Sebastião Salgado ne se lasse pas de raconter son amour pour la capitale, découverte en août 1979 après avoir fui la dictature militaire. Et 50 ans plus tard, la magie opère toujours chez celui qui a signé la campagne des vœux adressés par la ville aux Parisiens. Alors que sa terre natale est honorée en France cette année, le membre de l'Académie des Beaux-Arts dans le 6e se réjouit d'assister au mariage de ces deux pays de cœur. Pour l'occasion, le photographe prépare un livre et une exposition imaginée avec l'écrivain Éric Orsena. Mais ce n'est pas tout. Sebastião Salgado s'apprête à shooter la capitale qui mue au fil des saisons. Un projet qui fera l'objet d'une exposition en 2026 dans un musée parisien. Ça sera mon Paris avec un point de vue personnel qui surprendra peut-être. En tout cas, ça sera différent de toutes les photos que j'ai vues de la ville. Retrouvez l'interview complète sur le site internet paris.fr. Les 5 lieux parisiens de Sebastião Salgado. Numéro 1, l'Opéra Bastille dans le 12e arrondissement. J'adore y aller, j'aime le son et le volume de la salle. En plus, je peux m'y rendre à pied vu que c'est à côté de chez moi. Numéro 2, Notre-Dame de Paris, Paris Centre. Je me souviens d'avoir assisté à un concert d'orgue à Notre-Dame avec ma femme. L'une des plus belles choses que j'ai vues de ma vie. On était aussi très émerveillés devant la Tour Eiffel, 7e arrondissement, le parc Montsouris, 14e arrondissement, et la Maison du Brésil à la Cité universitaire dans le 14e arrondissement. 3. L'Académie des Beaux-Arts dans le 6e arrondissement. Je la fréquente beaucoup puisque j'en suis membre. Avec mes collègues académiciens, on récompense et on subventionne des artistes retraités, on les accompagne. On offre aussi des résidences à des étudiants étrangers. C'est ce côté humain et social de cette institution culturelle que j'aime. 4. La Coulée Verte, René Dumont dans le 12e arrondissement. Le week-end, j'aime me promener dans le bois de Vincennes. C'est un plaisir immense de pouvoir emprunter cette promenade d'une beauté rare qui va de la Bastille au bois. Toute cette végétation, c'est absolument grandiose.
5. Le canal Saint-Martin dans le 10e arrondissement. Mon studio est situé quai de Valmy. C'est plein de commerçants, de restaurants, de gens que je salue tous les jours. Ce qui me touche, c'est cette addition de villages composant Paris. J'ai voyagé dans plus de 130 pays en tant que photographe, mais il n'y a qu'ici que j'observe un tel brassage de cultures. À partager. En famille. Pour les 8-12 ans, tout un cirque. Acrobates, magiciens et clowns, bienvenue au Festival mondial du cirque de demain, l'événement qui réunit la crème des circassiens. Ce petit monde nous dévoile de nouveaux numéros époustouflants pour faire briller les yeux des plus jeunes. Rendez-vous du 23 au 26 janvier sous le chapiteau du cirque Phoenix dans le 12e arrondissement pour les applaudir en famille. Plus d'informations sur le site internet www.cirquephoenix.com. Pour les mini-cinéphiles, Tout Petit Cinéma est un festival qui propose une initiation en douceur aux enfants de 18 mois à 4 ans. Au programme, ciné-concert avec de vrais musiciens, ateliers sur les coulisses du 7e art et animations festives, à vivre du 15 février au 2 mars au Forum des Images Paris-Centre. Plus d'informations sur le site www.forumdesimages.fr. Pour les plus de 14 ans, Kiri sort. Pour chasser la morosité du dimanche, les ados traîneront leurs baskets à l'Institut du monde arabe dans le 5e arrondissement, qui accueille la nouvelle édition de son Comedy Club. Du 29 janvier au 2 février, la fine fleur de l'humour français sera sur scène. De quoi faire travailler les zygomatiques entre une révision de maths et un devoir de philo. Plus d'informations sur le site internet www.imarabe.org. Pour les enfants de 4 à 7 ans, c'est parti pour une tour. Jeunes chevaliers et damoiselles intrépides, faites un bond au Moyen-Âge en visitant l'un de ses derniers vestiges, la tour Jean sans peur. Converti en musée, ce lieu propose de plonger dans la vie médiévale avec des ateliers et des expos. Cet hiver, on profitera surtout d'un parcours ludique à travers un coin lecture et des jeux d'époque. Plus d'informations sur le site tourjeansanspeurssite.wordpress.com. C'est gratuit. Vous avez une envie de soleil californien. Après Paris 2024, les regards sont déjà tournés vers Los Angeles, qui accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2028. La médiathèque musicale de Paris en profite pour vous proposer une expo photo dédiée aux musiques et à la jeunesse de la Cité des Anges de 1960 à 1990. Sur place, on peut même écouter quelques vinyles. Rendez-vous jusqu'au 12 avril au 8 Porte Saint-Eustache, Paris-Centre. Vous rêvez d'un monde plus vert ? Tailler, faucher, désherber, bouturer et planter ne vous font pas peur ? On vous conseille de suivre le programme de la Maison Paris Nature qui propose toute l'année, oui, même en hiver, des ateliers et des cours de jardinage gratuits. De quoi nourrir les terres et les esprits parisiens. Direction la Maison Paris Nature dans les pavillons 1, 2 et 6 du Parc Floral de Paris, route de la Pyramide dans le 12e arrondissement. Vous voulez faire du sport en bas de chez vous ? Après l'année de toutes les médailles, place à celle des promesses. En 2025, c'est sûr, on transpire. On fait confiance au coach de la capitale qui dispense gratuitement avec Paris Sport Proximité des cours de renforcement musculaire, de badminton, d'autodéfense, de basket et même de crossfit. Aucune raison de les sécher. Trouvez votre discipline sur le site paris.fr/paris-sport-proximité. Vous aimez partager vos lectures ? Encore un roman achevé et personne avec qui en parler ? Paris regorge de cafés littéraires où échanger coup de cœur et coup de gueule avec d'autres passionnés. Partout dans la ville, les bibliothèques organisent également des clubs de lecture gratuits autour d'un café ou d'un thé. Cela se passe dans Paris-Centre, mais aussi dans les 8e, 11e et 17e arrondissements, entre autres. Retrouvez notre sélection sur le site internet paris.fr/quefaire. Vous appréciez la musique classique ? On file au Théâtre de la Concorde au 8e arrondissement qui propose un samedi par mois à 17h un concert gratuit mettant à l'honneur un compositeur et l'une de ses œuvres. Le récital est suivi d'un atelier avec les musiciens pour explorer l'art de l'interprétation et le rôle des artisans du son. En janvier, place à Schönberg. En février, les stars seront Brahms et Mendelssohn. Tous les renseignements sur le site
théâtre-de-la-Concorde.paris. À vous de jouer. Le bingo parisien a gagné. Pour jouer, il vous suffit de relever nos 4 défis et de nous le prouver en envoyant vos photos par mail à dicom en majuscule _6 jeu@paris.fr. Défi numéro 1. Emprunter un livre en bibliothèque. Défi numéro 2. Se rendre devant votre piscine de quartier. Défi numéro 3. Visiter l'exposition Les Jours Heureux à l'Hôtel de Ville. Défi numéro 4. Photographier votre parc, jardin ou square préféré. Les 3 plus rapides seront contactés pour récupérer leur lot. À la clé pour chacun, des entrées pour visiter 2 expos, au Palais Galliera et au musée Cernucci. Des places pour le spectacle Le Songe d'une nuit d'été au théâtre de la Ville Sarah-Bernard. Des billets pour Diaspora Pop, le cabaret afro-futuriste du festival Everybody au Carreau du Temple. Un livre des éditions Flammarion. Une carafe Eau de Paris designée par Pierre Charpin. Quiz. En quelle année a débuté la construction de la cathédrale Notre-Dame? Réponse A. En 1066. Réponse B. En 1163. Réponse C. En 1226. La cathédrale a vécu un événement inattendu le 26 juin 1971. Lequel? Réponse A. Le funambule Philippe Petit parvient à relayer sur un fil les 2 tours de l'édifice. Réponse B. Des scènes de Dangereusement Vôtre de la saga James Bond sont tournées sur son toit. Réponse C. Un avion manque de s'écraser sur le parvis. Quel est le nom de la plus grande cloche de Notre-Dame? Réponse A. Emmanuel. Réponse B. Gabriel. Réponse C. Jésus. Réponse. Première question. Réponse B. La construction de la cathédrale Notre-Dame a débuté en 1163. Deuxième question. Réponse A. Le 26 juin 1971, le funambule Philippe Petit a relayé sur un fil les 2 tours de la cathédrale. Troisième question. Réponse A. La plus grande cloche de Notre-Dame s'appelle Emmanuel. À connaître. Écran. À voir. Vous pensez avoir croisé Angelina Jolie dans une rue de Paris fin 2023. Ce n'était pas un mirage, l'actrice était en plein tournage du biopic de Pablo Larraín consacré à Maria Callas qui a habité dans le 16e arrondissement. Le film se concentre sur ses derniers jours en 1977 et revient sur ses moments de gloire, dont son premier récital à l'Opéra Garnier en 1958. Maria, ça sort en salle le 5 février. À écouter. Thierry Boeuf, journaliste pour France Bleu, raconte avec truculence nos fameux bistrots parisiens. Dans les oreilles, on est accueilli par des sourires gourmands, des anecdotes succulentes et même quelques recettes. Un épisode est à déguster chaque semaine. Attention, tout cela donne envie de s'attabler. Le podcast est disponible gratuitement sur radiofrance.fr. À scroller. C'est le professeur d'histoire géo que l'on a tous rêvé d'avoir sur Instagram. Yvan Bocquet se dit diffuseur de patrimoine, avec des posts qui mixent érudition et légèreté, de quoi mettre en perspective petits et grands événements du passé. Ces montages, entre photos d'archives et clichés d'aujourd'hui, sont à liker sans plus tarder. Son profil sur Instagram, instant.archive. Livre L'heure joyeuse dans le 5e arrondissement fête ses 100 ans jusqu'au 23 mars. Pour l'occasion, Jean-Jacques Lagrange et l'équipe de la première bibliothèque jeunesse française de l'histoire nous soufflent leurs suggestions de lecture. Tous les coups de cœur des bibliothécaires de la ville de Paris sont à retrouver sur le site internet bibliothèque.paris.fr. Tunnel, les plus extraordinaires constructions du monde, Kiko Sanchez, La Martinière Jeunesse 2023. Ce documentaire nous plonge dans les entrailles de la Terre. Tunnels, passages secrets, puits, entrepôts et bunkers, on parcourt des aménagements souterrains dans différents endroits à travers l'histoire. Une place pour moi, de Maggie Lulu et Mathieu Chiara, aux éditions La Joie de lire 2024. Un petit enfant s'interroge sur sa propre naissance. Lui n'a pas grandi dans le ventre de sa maman. Il est venu du ventre d'une femme qui n'avait la place ni dans sa tête,
ni dans son cœur pour devenir une maman. Alors, ses parents adoptifs l'ont choisi. Un livre sensible aux illustrations très douces. Danse avec moi, Syed M. Massoud, Pocket Jeunesse 2023. À 17 ans, Arsalan souhaite honorer une promesse faite à sa mère en épousant une femme. Il rencontre donc une marieuse grâce à l'aide de la jeune et volcanique Béniche. En échange, il deviendra son partenaire de danse pour un concours, un roman surprenant, joyeux, drôle et juste. Tout mou, de Marie Bayard, aux éditions L'Atelier du Poisson Soluble 2023. Il était une fois un chevalier en armure qui vivait avec d'autres chevaliers, tous en armure. Un jour, Toumou le tire d'un mauvais pas et l'accueille dans son village où personne ne porte d'armure. C'est le choc des cultures. Est-on vraiment invulnérable quand on se préserve de tout contact avec le monde ? Une BD intelligente, pleine d'humour, qui se lit à tout âge. Tribune. Ces tribunes n'engagent pas la rédaction. Groupe Paris en commun, Rémi Féraud, président. Notre-Dame de Paris, un joyau dans un nouvel écrin. L'incendie de Notre-Dame, le 15 avril 2019, a bouleversé le monde entier et a suscité une mobilisation sans précédent. Aujourd'hui, Notre-Dame retrouve sa splendeur. Après les Jeux Olympiques et Paralympiques et avec la renaissance de sa cathédrale, Paris est ainsi à nouveau fier et admiré par le monde entier. Et pour que tous, croyants ou non, puissent profiter de ce joyau, l'accès à Notre-Dame, contrairement à ce que propose la ministre de la Culture, doit évidemment rester gratuit. Parallèlement, la ville de Paris a voulu, en concertation avec l'État et le diocèse de Paris, repenser les abords de Notre-Dame. Ce réaménagement débutera à l'automne 2025 et durera 3 ans. Il fera une très large place à la végétalisation avec un parvis rénové et un grand parc des Berges de Seine qui intégrera les jardins de la cathédrale. L'ancien parking souterrain sous le parvis actuel sera transformé en lieu d'accueil confortable pour les touristes. Magnifier le cœur de Paris avec le projet paysager de Basse-Met. Adapter Paris au réchauffement climatique. Faire plus de place aux piétons et à la nature. Améliorer l'accueil des visiteurs du monde entier, tel est notre objectif. Notre-Dame renaît et sera mise en valeur par un nouvel écrin, enfin digne de notre patrimoine le plus exceptionnel. Twitter et Facebook, groupe PEC, P-E-C. Groupe Les Écologistes, Fatoumata Koné, présidente du groupe. Notre-Dame de Paris, une renaissance. Lundi 15 avril 2019, le monde assistait avec effroi à l'effondrement de la flèche et de la toiture de la cathédrale dans le terrible incendie qui a ravagé une grande partie de l'édifice et menacé de le détruire entièrement. Ces images resteront gravées à jamais dans le cœur des Parisiennes et des Parisiens. Ce n'était pas simplement l'édifice religieux, cher au cœur des catholiques, qui partait en fumée, mais l'un des plus beaux symboles de notre capitale, comme peuvent l'être la Tour Eiffel, le Louvre ou l'Arc de Triomphe. Nous pouvons rendre un hommage immense aux centaines de pompiers qui ont lutté toute la nuit pour empêcher la destruction totale de la cathédrale. 5 ans plus tard, Notre-Dame de Paris renaît de ses cendres et s'offre à nouveau à toutes et à tous, fidèles bien sûr et touristes venus du monde entier, mais surtout Parisiennes et Parisiens qui auront le bonheur de redécouvrir leur cathédrale après 5 ans d'un chantier titanesque qui a mis à l'honneur l'immense talent de milliers d'ingénieurs, d'artisans et d'ouvriers de tout corps de métier. 5 ans, c'est très court pour un chantier de cette ampleur, mais cela prouve que ce n'est pas un obstacle lorsqu'il y a une volonté politique. Souvenons-nous-en pour les défis immenses qui sont devant nous. Bonne visite! Retrouvez le groupe Les Écologistes sur le site internet www.groupe-écologiste-au-singulier.paris. Groupe Changer Paris, Rachida Dati et David Alphand, coprésidents du groupe. Groupe Changer Paris, Rachida Dati et David Alphand, coprésidents. Sauvons toutes les Notre-Dame parisiennes. Chaque pierre de cette cathédrale est une page de l'histoire du pays, mais aussi de la science et de l'art. Notre-Dame de Paris incarne un héritage historique, patrimonial et spirituel parisien qui dépasse nos propres personnes, comme l'avait justement écrit Victor Hugo dans son œuvre du même nom. L'incendie du 15 avril 2019 nous l'a rappelé,
Jamais nous n'oublierons le rassemblement qui s'ensuivit, la solidarité qui s'exprima, tandis que le cœur même de Paris tressautait. Cet engouement planétaire et la passion nationale pour la reconstruction de Notre-Dame doivent bénéficier à Paris. Dans le sillage de la proposition de Rachida Dati, coprésidente du groupe Changer Paris et ministre de la Culture, nous défendons l'acquittement d'un droit d'entrée par les touristes à Notre-Dame afin de soutenir l'effort de restauration du patrimoine religieux sur tout le territoire, mais également à Paris. En 2019, notre groupe avait identifié 75 édifices à Paris en danger, soit plus de 75%. Nous avions obtenu que la ville débloque une enveloppe de 42 millions d'euros. Or, depuis, seuls 28 ont connu des travaux de rénovation. C'est trop peu. À cette fin, notre groupe continue de soutenir l'installation de bâches commerciales sur les édifices en travaux afin de financer les rénovations. Groupe communiste et citoyen. Yann Brossa et Raphaël Primet, coprésidents du groupe. Notre-Dame, hommage aux bâtisseurs de l'ombre. Le 15 avril 2019, le monde entier assistait abasourdi à l'effondrement de la flèche de Notre-Dame, ravagée par un incendie. Pourtant, en seulement 5 années, 2000 ouvriers et artisans, français et étrangers, ont réalisé la reconstruction de la cathédrale à une vitesse fulgurante. Il est essentiel de rendre hommage à ces bâtisseurs de l'ombre sans qui rien n'aurait été possible. Échafaudeurs, tailleurs de pierre, charpentiers, restaurateurs d'art, etc., tous ont mis leur savoir-faire au service de cette reconstruction. Parmi eux, Azzedine Edna, échafaudeur franco-marocain, surnommé le Soleil de Notre-Dame, restera dans nos mémoires. Emporté tragiquement avant de pouvoir en voir l'aboutissement, ce chantier était la fierté de sa vie. À l'approche de la réouverture du monument, une bataille reste à mener. Garantir son accès à toutes et à tous. La ministre de la Culture a proposé de rendre l'entrée payante, ce qui contreviendrait à la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Nous avons proposé que la ville de Paris s'y oppose, ce qu'elle a fait au Conseil de novembre. Car au-delà des polémiques, cette réouverture se doit d'être un hommage à tous ces ouvriers français et étrangers, trop souvent invisibilisés, qui ont relevé un défi que beaucoup jugeaient impossible. Retrouvez le groupe communiste et citoyen sur le site internet communiste au pluriel -du6 paris.fr, sur les réseaux sociaux Twitter et Facebook, @élu au féminin pluriel PCF Paris, et sur Instagram, @groupe communiste et citoyen Paris. Groupe Union Capitale, Agnès Evran, Geoffroy Boulard et Pierre-Yves Bournazel, coprésidents du groupe et élus du groupe. La cathédrale Notre-Dame rendue aux Parisiens. Le jour que Paris et le monde entier attendaient est enfin arrivé. La cathédrale Notre-Dame réouvre ses portes le 7 décembre prochain. Quel défi relevé en 5 ans seulement. Soyons d'abord immensément fiers des 2000 artisans et 250 entreprises qui ont contribué à cette prouesse architecturale. Nous ne pouvons que saluer leur travail et les remercier chaleureusement. Reconstruire Notre-Dame, reconstruire l'emblème de Paris, son cœur, il fallait de l'audace. Cette belle aventure humaine a mêlé harmonieusement innovation et savoir-faire artisanal ancestral. Les peintures murales ont ainsi retrouvé leur magnificence grâce au métier d'art. De même, les voûtes brillent à présent par leur éclat et leur délicatesse. Quant à la charpente en chêne massif, elle a été reconstruite avec les techniques du XIIIe siècle. Il a fallu 40 000 heures de travail, 3000 chevilles et 1000 pièces de bois pour ressusciter ce chef-d'œuvre de l'architecture religieuse. La cathédrale Notre-Dame est bien plus qu'un lieu sacré. C'est un repère pour la capitale et le monde. Nous l'avions peut-être oublié, mais l'incendie nous l'a rappelé de manière vive. Cette cathédrale est le témoin immobile de l'histoire qui passe. En tant qu'élus de Paris, sachons être à la hauteur de ce patrimoine séculaire et mettons tout en œuvre pour le transmettre aux générations futures. Groupe Modem et indépendant. Maud Gattel et les élus du groupe. Préserver le patrimoine parisien. Après le terrible incendie de Notre-Dame, la mairie de Paris avait promis de contribuer à hauteur de 50 millions d'euros à sa restauration. Cette somme a en réalité été consacrée au réaménagement du parvis et des jardins aux abords du site. Le projet initial, qui ignorait la dimension patrimoniale et mémorielle de ces lieux
en modifiant structurellement les squares Jean XXIII et de l'Île-de-France, a provoqué l'indignation des riverains, des amoureux de Paris et des associations environnementales et de défense du patrimoine. La détermination de ces Parisiens, soutenue par le groupe Modem et indépendant, a contraint l'exécutif à revoir sa copie. Au-delà de cette victoire qui reste partielle, le nouveau projet n'a pas levé toutes les inquiétudes, notamment sur la conservation de la dimension mémorielle du square de l'Île-de-France. La manière dont la ville conduit ses projets interroge. Régulièrement, des citoyens sont obligés de se mobiliser pour contrer des projets municipaux menaçant le patrimoine. Le patrimoine de notre capitale mérite pourtant une attention et un respect à la hauteur de son histoire. Il serait temps que la mairie de Paris en prenne conscience et assume pleinement son rôle de défense de notre patrimoine commun. Groupe Les Républicains, les centristes Demain Paris, Francis Spinner, président du groupe et les élus du groupe. Notre-Dame de Paris retrouve sa place au cœur de la cité. Les cérémonies de réouverture de Notre-Dame débuteront le 7 décembre, 5 ans après le terrible incendie qui l'avait ravagé le soir du 15 avril 2019. Elle constitue un moment majeur pour notre ville et au-delà pour notre pays entier. Ces voûtes sacrées occupent en effet une place à part dans l'imaginaire français. Elles ont vu le vœu marial de Louis XIII, le sacre de Napoléon, la conversion de Claudel derrière un pilier et entendu résonner le Te Deum pour la libération de Paris en présence du général de Gaulle. Le soir de l'incendie, nombreux sont ceux qui ont douloureusement ressenti une perte immense en voyant cette flèche enflammée s'effondrer. Cette réouverture ne serait pas survenue aussi vite sans le savoir-faire admirable d'artisans venus de toute la France, apportant leur pierre à l'édifice d'un peuple de bâtisseurs. Elle a aussi été permise par un formidable élan international qui a vu affluer des dons à la hauteur de l'émotion suscitée. Au total, 846 millions d'euros ont été récoltés depuis 150 pays différents. Sur cette somme, 700 millions ont été utilisés afin de financer les travaux de reconstruction. Nous en avons la démonstration. Notre-Dame de Paris n'est pas un amas de pierres inertes, mais s'adresse au cœur de millions d'hommes et de femmes dans le monde. La réouverture de l'édifice sera accompagnée d'une refonte complète du parvis de la cathédrale. À cette occasion, nous avons proposé et obtenu lors du Conseil de Paris de novembre qu'une voie publique à proximité immédiate de Notre-Dame de Paris porte le nom de Madeleine de Brel, assistante sociale et poétesse catholique qui a fait preuve d'un engagement et d'une abnégation constants au cours de sa vie en faveur des plus démunis. À l'image de ce formidable projet qui a vu Notre-Dame renaître de ses cendres, nous souhaitons que l'ensemble du patrimoine de notre ville soit à nouveau magnifié et que Paris redevienne une source d'admiration pour ses habitants, pour les Français et pour les visiteurs du monde entier. Site www.demainparis.fr, Twitter @GRPE Demain Paris. À Collorier. 41. On dénombre aujourd'hui 41 espèces de poissons dans la Seine et ses affluents dans et autour de Paris. C'est 10 fois plus que dans les années 1970 selon Nature Parif, agence régionale pour la nature et la biodiversité en Île-de-France. La qualité de l'eau est aussi l'un des nombreux héritages de Paris 2024.